vengeance. À 480 km de chez moi, je me tiens devant une cabane rustique, avec pour seul bagage un sac à dos et le bruit des portières de voiture qui claquent derrière moi. C'est là que la famille de ma femme pensait que leur petite blague prendrait fin. Ils avaient tort. Tout a commencé 6 mois plus tôt, lorsque ma femme a évoqué la retraite familiale annuelle. Chaque année, ses proches se réunissaient dans cette cabane isolée pour ce qu'ils appelaient un moment de rapprochement. J'avais réussi à l'éviter 3 années de suite, trouvant toujours un conflit professionnel ou une autre obligation bien pratique. Cette année-là était différente. Elle a insisté pour que je vienne, disant que ses parents avaient expressément demandé ma présence. Ils veulent vraiment mieux te connaître, m'a-t-elle dit, ses yeux innocents rendant tout refus impossible. Ça compte énormément pour moi. J'ai donc accepté, grosse erreur. Le trajet en voiture a été étrange dès le départ. D'habitude, sa famille était bruyante et chaotique pendant les voyages. Mais cette fois, ils échangeaient des regards dans le rétroviseur. Son frère murmurait quelque chose à sa sœur. Puis il riait doucement. Ses parents maintenaient une conversation forcée sur la météo et le prix de l'essence. J'aurais dû écouter mon instinct lorsque son père n'arrêtait pas de demander si j'avais apporté assez de vêtements pour un séjour prolongé. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il s'est contenté de rire. On ne sait jamais ce qui peut arriver là-haut. La cabane était située sur 16 hectares de presque rien. Pas de relais téléphonique à proximité, pas de voisins à des kilomètres. Juste des arbres et une route de terre qui disparaissaient dans la nature sauvage. L'endroit appartenait à leur famille depuis des décennies. Transmis par son grand-père qui, apparemment, préférait l'isolement au contact humain. Nous avons déchargé les voitures, et j'ai remarqué qu'ils avaient emporté bien plus de provisions que d'habitude. Plusieurs glacières, des couvertures supplémentaires, assez de nourriture pour 2 semaines au lieu du week-end habituel. Quand j'en ai parlé, sa mère a simplement souri et dit qu'il voulait être prêt à tout. Ce premier soir a mal commencé. Pendant le dîner, les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans la pièce. Son père regardait sans cesse sa montre, comme s'il attendait quelque chose. Son frère évitait mon regard tout en souriant. Toute la famille semblait partager une blague interne dont j'étais exclu. Après que nous soyons allés nous coucher, j'ai entendu des chuchotements dans la pièce d'à côté, des voix étouffées discutant du lendemain matin et s'assurant qu'ils ne se doutent de rien. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Ces gens m'avaient accueilli dans leur famille, m'avaient bien traité pendant des années, je devais sûrement mal interpréter la situation. Le lendemain matin m'a prouvé que je n'étais pas assez paranoïaque. Je me suis réveillé pour trouver la famille déjà habillée et en train de charger leur voiture. Quand j'ai demandé ce qui se passait, ils ont échangé ses regards à nouveau. Son père s'est avancé avec ce même sourire forcé qu'il arborait tout le week-end. On a décidé de rentrer plus tôt. A-t-il annoncé ? Le travail nous appelle. Tu sais ce que c'est ? Quelque chose clochait. D'accord, je vais chercher mes affaires. C'est alors que son frère a éclaté de rire. Pas un petit gloussement poli, mais un rire franc, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. Sa sœur s'est jointe à lui, puis sa mère. Bientôt, toute la famille riait, sauf ma femme, qui fixait le sol avec ce qui ressemblait à de la culpabilité. Qu'est-ce qui est si drôle ? Ai-je demandé ? Son père s'est raclé la gorge, toujours souriant. En fait, tu ne viens pas avec nous. On appelle ça un exercice de renforcement du caractère, considère ça comme un rite de passage moderne. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Comment ça ? On te laisse ici, a expliqué sa mère joyeusement, comme si elle annonçait le dessert. Pour 1 semaine, peut-être 2, selon le temps qu'il te faudra pour comprendre les choses. Ma femme a enfin levé les yeux. C'est juste un test. Ma famille pense que tu as eu la vie trop facile, que tu dois faire tes preuves. Ils veulent voir si tu peux affronter de vraies épreuves. La cruauté désinvolte de la situation m'a frappé comme un coup physique. Ils avaient planifié cette mise en scène élaborée pour m'abandonner au milieu de nulle part. Comme dans une émission de survie tordue. Tous ces chuchotements, les provisions supplémentaires qu'ils avaient emportées pour eux, les sourires forcés. Tout cela menait à ce moment. Vous plaisantez, ai-je dit ? Bien que leur visage montrait clairement que non. Son frère a sorti son téléphone et a commencé à filmer. On veut immortaliser ta réaction pour la postérité. Ne t'inquiète pas, il y a assez de nourriture dans la cabane pour environ 4 jours. Après ça, il faudra faire preuve de créativité. Il y a un ruisseau à environ 800 mètres au nord pour l'eau, a ajouté sa sœur. Comme si elle voulait aider, et on t'a laissé quelques outils de base au cas où tu voudrais essayer de chasser ou de pêcher. Ils s'attendaient honnêtement à ce que je les supplie. Je le voyais dans leurs yeux. L'anticipation de me voir craquer et les implorer de rester. Bref, ils voulaient que je prouve leur point, que j'étais faible, dépendant, incapable de relever de vrais défis. Au lieu de cela,
Je me suis dirigé vers la véranda et me suis assis sur les marches. C'est tout, a demandé son père. Visiblement déçu par mon absence de réaction dramatique, qu'est-ce que vous attendiez? Ai-je répondu calmement. Un peu de bagarre, peut-être de la colère, a dit son frère, toujours en train de filmer. C'est censé être un grand moment pour toi. J'ai regardé ma femme, qui évitait mon regard. Depuis combien de temps planifiez-vous ça? Environ 6 mois, a-t-elle admis doucement. Depuis que papa a dit que tu semblais trop à l'aise, trop habitué à ce qu'on te donne tout. 6 mois de mensonges. 6 mois à planifier mon humiliation comme si c'était des vacances en famille. Il m'avait souri à travers les dîners, fait la conversation lors des anniversaires, tout en concevant secrètement cette punition élaborée pour le crime d'exister dans la vie de leur fille. Eh bien, ai-je dit en me levant et en époussetant mon jean. Je suppose que vous feriez mieux de partir avant la nuit. La famille a échangé des regards confus. Ce n'était pas le scénario qu'ils avaient imaginé. Tu ne vas pas essayer de nous arrêter, a demandé sa mère. Pourquoi ferais-je ça? Ils sont montés dans leur voiture, s'attendant toujours à un effondrement de dernière minute. Une supplication désespérée pour le pardon ou le sauvetage. Son frère continuait de filmer, attendant le moment où je courais après leur voiture comme un chien abandonné. Je leur ai fait un signe d'adieu depuis la véranda alors que leurs feux arrière disparaissaient sur la route de terre, ne laissant que de la poussière et le silence. J'ai réalisé quelque chose qui aurait probablement dû me terrifier. Au lieu de la panique ou du désespoir, j'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux, du soulagement. Le silence après le départ de leurs voitures était assourdissant. Pas le silence inconfortable des conversations gênantes, mais le calme profond d'être complètement seul pour la première fois depuis des années, pas de bavardage en fond. Pas de bruit de télévision, pas de bourdonnement constant des notifications. Juste moi et 16 hectares de nature sauvage. Je suis retourné dans la cabane et j'ai fait l'inventaire de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. 4 jours de nourriture, avait-il dit, mais c'était en supposant que je mange comme d'habitude. Des conserves, du pain, des produits de base, un ouvre-boîte manuel, quelques ustensiles, des allumettes et une trousse de premier secours. Il m'avait même laissé un couteau de chasse, pensant probablement que je me couperais en essayant de tailler un bâton. La cabane elle-même était plus robuste que je ne l'avais cru. Une construction en bois massif, une cheminée en pierre qui fonctionnait réellement, et une pompe à eau manuelle dans la cuisine qui produisait de l'eau propre. L'endroit avait été construit par des gens qui comprenaient l'autosuffisance. À une époque où c'était une nécessité plutôt qu'un loisir à la mode sur YouTube, j'ai trouvé une pile de vieux journaux dans un placard, remplis de récits des visites familiales précédentes remontant à des décennies. La plupart étaient des comptes rendus ennuyeux de parties de pêche et de drames familiaux. Mais certains contenaient des informations utiles sur la région. Emplacement des plantes comestibles. Meilleurs spots de pêche. Notes sur les habitudes des animaux sauvages. Mon téléphone n'avait aucun signal. Ce que j'avais prévu, mais plus important encore. Il disposait d'une fonction GPS qui fonctionnait même sans service cellulaire. J'ai passé l'après-midi à cartographier la zone, marquant le ruisseau qu'ils avaient mentionné et explorant les chemins de terre qui menaient à la route principale. Ce soir-là, j'ai allumé un feu et préparé un repas simple, en m'asseyant sur la véranda pour regarder le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré grâce à une connexion Internet par satellite dont la cabane disposait apparemment. Un message de ma femme est apparu. « Comment vas-tu? J'espère que tu n'es pas trop en colère. » J'ai fixé le message longtemps, le ton désinvolte. Comme si elle avait oublié de mentionner un changement de réservation pour le dîner plutôt que d'avoir orchestré mon abandon. J'ai répondu par un seul mot. Bien. 1 heure plus tard, un autre message. Papa veut savoir si tu as besoin de quelque chose. Il y a une ville à environ 24 km au sud si tu veux y marcher. 24 km? Ils avaient suffisamment étudié la région pour savoir exactement à quelle distance je devrais marcher pour atteindre la civilisation. Ce n'était pas une blague spontanée. C'était une expérience psychologique calculée, conçue pour me briser systématiquement. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai décidé de trouver cette ville moi-même, mais pas à pied comme un naufragé désespéré. J'ai passé 1 heure à examiner la propriété plus attentivement et j'ai découvert quelque chose que sa famille avait soit oublié, soit jamais su, caché derrière la cabane. Sous une bâche, se trouvait une vieille moto, probablement laissée par le grand-père des décennies plus tôt. Il m'a fallu presque toute la journée pour la remettre en marche. Le moteur était solide, mais le système de carburant avait besoin d'un nettoyage et la batterie était morte. Heureusement, j'avais passé assez de temps à travailler sur des moteurs dans ma jeunesse pour savoir ce que je faisais. En fin d'après-midi, j'avais un moyen de transport. La ville s'est révélée être une petite communauté montagnarde qui existait principalement pour servir les chasseurs, les pêcheurs et les rares touristes.
Une rue principale avec un magasin général, un diner, un petit motel et une station-service. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres en quelques heures. Je suis entré dans le diner et j'ai commandé un café. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et aux yeux curieux, m'a tout de suite identifié comme un étranger. « Vous séjournez à la vieille cabane ?» a-t-elle demandé. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de visiteurs à cette période de l'année. La plupart attendent la saison de chasse. J'ai expliqué ma situation. En omettant soigneusement les détails les plus humiliants, je restais à la cabane pour quelques semaines. J'avais besoin de provisions. Je me demandais s'il y avait des opportunités de travail dans la région. Ses yeux se sont illuminés. « C'est drôle que vous demandiez. On vient de perdre notre cuisinier du matin la semaine dernière. Le patron cherche désespérément quelqu'un pour assurer les services du petit déjeuner. » Moins d'une heure plus tard, je discutais avec le propriétaire du diner, un homme bourru qui se souciait plus de savoir si je pouvais gérer un grill que de connaître mon histoire. Il m'a proposé des services du matin dès le lendemain, payés en liquide. Repas inclus. Ce soir-là, je suis retourné à la cabane en moto avec des provisions fraîches et un emploi en poche. Mon téléphone affichait 17 messages manqués de ma femme et de sa famille. Je les ai parcourus sans en ouvrir aucun, observant la progression des messages. Passant de simples vérifications à une inquiétude croissante. Le dernier message de son père disait « Ça a assez duré. Rappelle-nous. » J'ai supprimé tous les messages et éteint le téléphone. Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler au diner. Le service de début de journée signifiait être là à 5 heures, mais aussi être libre à midi avec le reste de la journée pour moi. Le travail était simple. Bacon, crêpes, remplissage de café. Les habitués étaient principalement des travailleurs locaux, assez amicaux, une fois qu'ils ont compris que je n'étais pas un touriste citadin jouant à la vie campagnarde. Au 3e jour, j'avais établi une routine. Travailler le matin, explorer la région l'après-midi. Des soirées tranquilles au coin du feu, à lire ces vieux journaux. La simplicité était addictive. Pas de politique de bureau, pas de dynamique sociale complexe, pas de jeux familiaux élaborés pour prouver des points sur le caractère. Ma femme a appelé 4 fois ce jour-là. J'ai finalement répondu au 4e appel. « Dieu merci », a-t-elle dit. On était mort d'inquiétude. « Pourquoi tu ne répondais pas ?» J'étais occupé. Tu es censé être coincé au milieu de nulle part, sans rien à faire. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Une longue pause. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça importe? Bien sûr que ça importe. Tout cet exercice était censé t'apprendre quelque chose sur l'autonomie et la persévérance. Si tu te contentes de rester assis à t'apitoyer sur ton sort, tu passes à côté de l'essentiel. L'arrogance désinvolte dans sa voix était stupéfiante. Même maintenant, elle essayait de présenter mon abandon comme une opportunité d'apprentissage dont je devrais être reconnaissant. J'apprends beaucoup. Ai-je dit « Bien. Alors, quand veux-tu qu'on vienne te chercher ?» Papa pense qu'une semaine suffit pour faire passer le message. Pas moi. Comment ça? Pas toi. Je veux dire que je reste ici un moment, peut-être pour toujours. L'explosion de protestation qui a suivi était prévisible. J'étais dramatique. Je passais à côté du but. Je prenais ça trop au sérieux. Mais sous les protestations, j'entendais autre chose, de la panique. Ce n'était pas ainsi que leur petite expérience psychologique était censée se terminer. J'ai raccroché et éteint le téléphone à nouveau, cette nuit-là, assis près du feu avec un livre et un verre de whisky acheté en ville. J'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'inquiéter. Je ne comptais plus les jours avant de pouvoir rentrer chez moi. Je comptais les jours depuis que je me sentais aussi paisible. À la fin de ma première semaine ordinaire, j'étais devenu une sorte de curiosité locale. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Et tout le monde savait pour le gars de la ville qui avait été abandonné à la vieille cabane et avait décidé de rester. Ce qui les surprenait, c'était à quel point je m'adaptais bien. Le propriétaire du diner m'a proposé des services supplémentaires pour couvrir le déjeuner. Un entrepreneur local a mentionné qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour un projet de rénovation de cabane le week-end. Le propriétaire du magasin général m'a demandé si j'étais intéressé par la gestion de leur inventaire du soir une fois par semaine. Soudain, j'avais plus d'opportunités de travail qu'à la maison. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps, mais quand je le vérifiais, les messages étaient passés de l'inquiétude à la frustration, puis à la colère ouverte. Son frère m'avait laissé un message vocal me traitant d'enfant. Sa mère m'avait envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon. Son père en était aux menaces de venir lui-même me ramener à la réalité. Mais c'étaient les messages de ma femme qui révélaient à quel point ils avaient mal compris la situation. « Je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être », disait un texto, mais prouver ton point en boudant ne va rien arranger. On pourra en parler comme des adultes quand tu rentreras. Boudant, c'est ce qu'elle pensait que je faisais.
J'ai fini par la rappeler après 10 jours. Où étais-tu a-t-elle exigé immédiatement. Tu as une idée de l'inquiétude qu'on a eue? J'ai travaillé. Travaillé. De quoi tu parles? J'ai trouvé un boulot dans un dîner local et je fais aussi des travaux de construction le week-end. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Tu as trouvé un boulot, a-t-elle répété lentement. Tu es censé apprendre une leçon sur les difficultés, pas commencer une nouvelle carrière. Peut-être que j'ai appris une leçon différente de celle que vous aviez prévue. C'est ridicule. On dirait un gamin qui a fugué de chez lui. Emballe tes affaires et rentre. On pourra en discuter correctement quand tu penseras clairement. Je pense clairement. Probablement plus clairement que depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé par la fenêtre de la cabane les montagnes au loin, dorées par le soleil couchant. Ça veut dire que j'aime ça ici. Le travail est honnête. Les gens sont directs. Et personne ne joue à des jeux psychologiques pour s'amuser. On ne jouait pas à des jeux, on essayait de t'aider à grandir en tant que personne. En m'abandonnant dans la nature pour plaisanter, ce n'était pas une plaisanterie. C'était une expérience d'apprentissage. Et visiblement, ça a marché. Puisque tu montres plus d'indépendance que tu n'en as jamais montré à la maison. La logique tordue était fascinante. Même mon succès était reformulé comme une preuve que leur cruauté était justifiée. Tu as raison. Ai-je dit, je montre plus d'indépendance. À commencer par l'indépendance de choisir si je veux encore faire partie de cette famille. Tu ne penses pas ce que tu dis. Vraiment. J'ai raccroché et éteint le téléphone à nouveau. Ce week-end-là, j'ai aidé l'entrepreneur à rénover une cabane de vacances à environ 8 km de mon emplacement actuel. Le travail était physique et exigeant, mais satisfaisant d'une manière que mon ancien emploi n'avait jamais été. À la fin de chaque journée, on pouvait voir exactement ce qu'on avait accompli. Pas de métriques abstraites, pas de manœuvres politiques, juste des murs plus droits et des toits qui ne fuyaient pas. L'entrepreneur, un homme buriné d'une 60aine d'années, travaillait à mes côtés sans beaucoup parler. Le dimanche après-midi, alors que nous terminions le projet, il a enfin pris la parole. « Tu te débrouilles bien ?» a-t-il dit. « Tu as déjà pensé à apprendre le métier correctement. Je pourrais être intéressé. Il y a de l'argent à se faire ici. » Les riches citadins continuent d'acheter des propriétés en montagne. Et la plupart ont besoin de gros travaux. J'ai plus de projets que je ne peux en gérer. Il m'a proposé de m'apprendre les compétences nécessaires en échange de main-d'œuvre sur les chantiers actuels. D'ici 6 mois, estimait-il, je pourrais travailler de manière indépendante. Le salaire serait meilleur que ce que je gagnais dans mon ancien emploi de bureau. Et le coût de la vie ici était une fraction de ce que je dépensais en ville. Cette nuit-là, j'ai appelé ma femme une dernière fois. « Enfin », a-t-elle répondu. « Je commençais à penser que tu avais complètement perdu la tête. Je voulais te dire que je ne rentrerai pas. Arrête d'être dramatique. Bien sûr que tu vas rentrer. Je suis sérieux. J'ai trouvé du travail ici. J'apprends de nouvelles compétences. Et je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Tu es parti depuis 2 semaines. Ce n'est pas assez pour prendre des décisions qui changent une vie. Votre famille a pris une décision qui a changé ma vie quand ils sont partis et m'ont laissé ici. Je ne fais que suivre la conclusion logique. La conclusion logique était censée être que tu réalises à quel point tu avais une belle vie à la maison et que tu nous apprécies davantage. Au lieu de ça, j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être meilleure sans des gens qui pensent que m'abandonner est une forme acceptable de divertissement. Savoir est monté savoir est monté presque jusqu'au cri. Nous sommes ta famille, tu ne peux pas jeter des années de mariage à cause d'une erreur. Une erreur. Vous avez passé 6 mois à planifier ça. Vous m'avez menti pendant 6 mois. Vous m'avez convaincu de vous faire confiance. Puis vous m'avez abandonné dans la nature pour vous amuser. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma de comportement. On essayait de t'aider. En m'humiliant, en me traitant comme un rat de laboratoire dans une expérience psychologique tordue, en enregistrant ma réaction pour votre amusement, tu exagères complètement. Vraiment. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous planifiez cette petite aventure, est-ce que l'un de vous a pensé que je pourrais ne pas trouver ça drôle ? Est-ce que quelqu'un a suggéré que peut-être abandonner votre gendre au milieu de nulle part pourrait être cruel plutôt qu'utile ? Un autre long silence. On pensait que tu serais reconnaissant. Éventuellement, a-t-elle dit doucement, reconnaissant d'être abandonné, d'être forcé à découvrir ma propre force. J'ai découvert ma force. D'accord. Et j'ai découvert que j'étais assez fort pour m'éloigner des gens qui pensent que la cruauté est la même chose que l'amour. J'ai raccroché pour la dernière fois 3 jours plus tard. Un camion s'est garé dans l'allée de la cabane. Par la fenêtre, j'ai vu son père et son frère descendre, l'air sombre et déterminé. Ils étaient venus récupérer leurs membres de famille égarés et rétablir l'ordre naturel des choses. Je suis sorti sur la véranda pour les accueillir et j'ai immédiatement remarqué leur surprise.
En 3 semaines, j'avais perdu du poids, gagné en définition musculaire grâce au travail physique, et acquis ce que les locaux appelaient un bronzage de montagne. J'avais l'air plus sain et plus confiant que je ne l'avais été depuis des années. « Tu as changé », a dit son père, ne sachant visiblement pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. La vie saine fait ça. Son frère s'est avancé de manière agressive. Assez de jeu. Il est temps de rentrer et d'affronter la réalité. J'ai croisé les bras et n'ai pas bougé de la véranda. C'est la réalité. C'est vous qui vivez dans un fantasme où abandonner les gens est une tradition familiale acceptable. On est venu ici pour te ramener, a dit son père, d'une manière ou d'une autre. Et comment comptez-vous faire ça? Ils ont échangé des regards, réalisant qu'ils n'avaient pas réfléchi à cela. Qu'allait-il faire? Me kidnapper. Me traîner en hurlant jusqu'à leur voiture comme un adolescent rebelle. Tu ne peux pas rester ici pour toujours, a dit son frère. Mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi pas? J'ai du travail, j'ai un logement, j'ai une communauté qui me traite avec respect. Qu'est-ce qui me manque de ma vie d'avant? Exactement. Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Son père et son frère sont restés dans mon allée pendant 20 minutes, essayant différentes approches pour me convaincre de partir. D'abord la culpabilité à propos des obligations familiales, puis des préoccupations pratiques concernant mon travail et mon appartement en ville. Enfin, des menaces à peine voilées sur ce qui arriverait si je ne revenais pas à la raison. J'ai écouté patiemment depuis la véranda, les bras croisés, les laissant épuiser leurs arguments. Quand ils ont fini, je leur ai proposé du café. Le geste semblait les déconcerter plus qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. « On n'est pas là pour le café », a dit son père. « On est là pour te ramener à la maison. Et moi, je suis ici par choix. » Ai-je répondu. C'est intéressant comme ça fonctionne. Ils sont partis 20 minutes plus tard, frustrés et les mains vides. J'ai regardé leur camion disparaître sur la route de terre, sachant que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'acceptent pas la défaite gracieusement. J'avais raison. La semaine suivante, ma femme a appelé à plusieurs reprises, passant par toutes les techniques de manipulation émotionnelle possibles, larmes, colère, marchandage, menaces. Elle s'était apparemment convaincue que j'avais une sorte de crise mentale et que j'en sortirais tôt ou tard. La percée est venue quand elle a mentionné la thérapie. J'ai parlé à quelqu'un de cette situation. A-t-elle dit lors d'un appel? Un professionnel spécialisé dans les traumatismes relationnels. Elle pense que tu pourrais vivre une forme de syndrome de Stockholm. Mais à l'envers, tu t'identifies à ton isolement au lieu de reconnaître qu'on essaye de t'aider. Tu es en thérapie parce que j'ai trouvé un boulot et que je suis heureux. Tu es en thérapie parce que tu as abandonné ta famille à cause d'une blague inoffensive. J'ai abandonné ma famille? C'est intéressant. Vu que c'est vous qui êtes littéralement parti en me laissant ici, c'était temporaire. Ce que tu fais est permanent. Tu ne vois pas la différence? Je vois parfaitement la différence. Vous m'avez abandonné, pensant que j'allais échouer et revenir en rampant. Je n'ai pas échoué. Alors maintenant, vous essayez de présenter mon succès comme une maladie mentale. La conversation s'est terminée avec elle, promettant d'être plus agressive sur les options d'intervention. J'ai pris ça comme une menace et j'ai décidé qu'il était temps de rendre ma position plus officielle. Le lendemain matin, j'ai conduit la moto jusqu'au tribunal du comté dans une ville plus grande, à environ 1 heure de route. J'ai déposé des documents pour établir ma résidence, m'inscrire sur les listes électorales et ouvrir un compte bancaire local. S'il voulait escalader la situation, je serais prêt. J'ai également visité un cabinet d'avocats et eu une consultation sur mes droits légaux. L'avocate, une femme perspicace d'une 40aine d'années spécialisée dans le droit de la famille, a écouté mon histoire avec un étonnement croissant. « Laissez-moi bien comprendre », a-t-elle dit. « La famille de votre femme vous a attiré dans un endroit isolé sous de faux prétextes, puis vous a abandonné là-bas pour plaisanter. Et maintenant, il menace d'une intervention forcée parce que vous avez choisi de rester. C'est exact. Et vous avez des preuves de cela? Enregistrement. Messages. Témoin. Je lui ai montré la vidéo que son frère avait prise de ma réaction initiale, qu'il avait postée sur les réseaux sociaux, pensant que c'était hilarant. J'avais aussi des captures d'écran de tous les textos et messages vocaux qu'ils avaient envoyés. C'est réellement actionnable, a-t-elle dit. Ce qu'ils ont fait pourrait constituer une séquestration illégale, un abandon et potentiellement une conspiration criminelle selon la manière dont vous voulez poursuivre. Je n'étais pas intéressé par des poursuites pénales, mais je voulais une protection légale contre toute tentative d'intervention forcée. Elle a rédigé une lettre de mise en demeure et m'a aidé à établir une documentation prouvant que j'étais sain d'esprit et agissais volontairement. 2 semaines plus tard, ma femme et toute sa famille se sont présentés à la cabane sans prévenir. Cette fois, ils avaient amené des renforts, une assistante sociale qu'ils avaient réussi à convaincre de faire une vérification de bien-être, et ce qui semblait être un conseiller privé.
Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'ils descendaient de 3 véhicules différents. Planifiant visiblement une sorte d'intervention coordonnée, l'assistante sociale semblait mal à l'aise. Comme quelqu'un qui avait été mal informé sur la nature de cette visite, je suis sorti pour les accueillir, portant les documents légaux que mon avocate avait préparés. Quelle délégation, ai-je dit calmement. L'assistante sociale s'est avancée. « Monsieur, je suis ici car il y a des inquiétudes concernant votre bien-être et votre état mental. Votre famille pense que vous pourriez être en crise. Est-ce que j'ai l'air d'être en crise ?» Elle m'a étudié attentivement. J'étais propre, en bonne santé, visiblement bien nourri et parfaitement cohérent. La cabane derrière moi était nette et bien entretenue. La moto dans l'allée était propre et fonctionnelle. Rien dans la scène ne suggérait de détresse ou d'incapacité. « Vous avez l'air d'aller bien ?» a-t-elle admis. « Mais votre famille est très préoccupée par les circonstances. Permettez-moi de faire gagner du temps à tout le monde. » ai-je dit en lui tendant les documents légaux. « Je suis ici volontairement. Je suis employé, je suis mentalement compétent. Et j'ai une représentation légale. Ce n'est pas une vérification de bien-être. C'est du harcèlement. » Ma femme s'est avancée agressivement. « Tu ne peux pas te cacher derrière des avocats pour toujours. Il s'agit de notre mariage. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as conspiré avec ta famille pour m'abandonner dans la nature. Tout ce qui a suivi n'est que formalité. » Sa mère a commencé à pleurer. Pile au bon moment. On voulait juste t'aider à devenir plus indépendant. Mission accomplie, ai-je dit sèchement. Je suis tellement indépendant que je n'ai plus besoin d'aucun de vous. Le conseiller qu'ils avaient amené a pris la parole pour la première fois. Parfois, les gens prennent des décisions hâtives quand ils sont blessés. Avez-vous considéré que cela pourrait être une réaction excessive à ce qui était, en somme, un malentendu ? Un malentendu. Permettez-moi de vous poser une question. Docteur, si quelqu'un vous convainquait de partir en voyage familial, puis s'en allait en vous laissant abandonner à 480 km de chez vous pour plaisanter, appelleriez-vous cela un malentendu ? Eh bien, présenté comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont planifié pendant 6 mois. M'ont menti à plusieurs reprises. Puis ont enregistré ma réaction pour leur amusement. Le seul malentendu ici est leur supposition que je serais assez désespéré pour leur pardonner. Son frère, qui était resté inhabituellement silencieux, a fini par exploser. C'est insensé, tu jettes toute ta vie parce que tu ne peux pas supporter une blague. Je ne jette pas ma vie, je l'améliore. Le boulot que j'ai ici paie mieux que mon ancien travail. Le coût de la vie est plus bas. Les gens sont honnêtes. Et personne ne considère la torture psychologique à 480 km de chez moi. Je me tiens devant une cabane rustique, avec pour seul bagage un sac à dos et le bruit des portières de voiture qui claquent derrière moi. C'est là que la famille de ma femme pensait que leur petite blague prendrait fin. Ils avaient tort. Tout a commencé 6 mois plus tôt, lorsque ma femme a évoqué la retraite familiale annuelle. Chaque année, ses proches se réunissaient dans cette cabane isolée pour ce qu'ils appelaient un moment de rapprochement. J'avais réussi à l'éviter 3 années de suite, trouvant toujours un conflit professionnel ou une autre obligation bien pratique. Cette année-là était différente. Elle a insisté pour que je vienne, disant que ses parents avaient expressément demandé ma présence. Ils veulent vraiment mieux te connaître, m'a-t-elle dit, ses yeux innocents rendant tout refus impossible. Ça compte énormément pour moi. J'ai donc accepté, grosse erreur. Le trajet en voiture a été étrange dès le départ. D'habitude, sa famille était bruyante et chaotique pendant les voyages. Mais cette fois, ils échangeaient des regards dans le rétroviseur. Son frère murmurait quelque chose à sa sœur. Puis il riait doucement. Ses parents maintenaient une conversation forcée sur la météo et le prix de l'essence. J'aurais dû écouter mon instinct lorsque son père n'arrêtait pas de demander si j'avais apporté assez de vêtements pour un séjour prolongé. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il s'est contenté de rire. On ne sait jamais ce qui peut arriver là-haut. La cabane était située sur 16 hectares de presque rien. Pas de relais téléphonique à proximité, pas de voisins à des kilomètres. Juste des arbres et une route de terre qui disparaissaient dans la nature sauvage. L'endroit appartenait à leur famille depuis des décennies. Transmis par son grand-père qui, apparemment, préférait l'isolement au contact humain. Nous avons déchargé les voitures, et j'ai remarqué qu'ils avaient emporté bien plus de provisions que d'habitude. Plusieurs glacières, des couvertures supplémentaires, assez de nourriture pour 2 semaines au lieu du week-end habituel. Quand j'en ai parlé, sa mère a simplement souri et dit qu'il voulait être prêt à tout. Ce premier soir a mal commencé. Pendant le dîner, les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans la pièce. Son père regardait sans cesse sa montre, comme s'il attendait quelque chose. Son frère évitait mon regard tout en souriant. Toute la famille semblait partager une blague interne dont j'étais exclu.
Après que nous soyons allés nous coucher, j'ai entendu des chuchotements dans la pièce d'à côté, des voix étouffées discutant du lendemain matin et s'assurant qu'ils ne se doutent de rien. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Ces gens m'avaient accueilli dans leur famille, m'avaient bien traité pendant des années, je devais sûrement mal interpréter la situation. Le lendemain matin m'a prouvé que je n'étais pas assez paranoïaque. Je me suis réveillé pour trouver la famille déjà habillée et en train de charger leur voiture. Quand j'ai demandé ce qui se passait, ils ont échangé ses regards à nouveau. Son père s'est avancé avec ce même sourire forcé qu'il arborait tout le week-end. On a décidé de rentrer plus tôt. A-t-il annoncé ? Le travail nous appelle. Tu sais ce que c'est. Quelque chose clochait. D'accord, je vais chercher mes affaires. C'est alors que son frère a éclaté de rire. Pas un petit gloussement poli, mais un rire franc, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. Sa sœur s'est jointe à lui, puis sa mère. Bientôt, toute la famille riait, sauf ma femme, qui fixait le sol avec ce qui ressemblait à de la culpabilité. Qu'est-ce qui est si drôle ? Ai-je demandé ? Son père s'est raclé la gorge, toujours souriant. En fait, tu ne viens pas avec nous. On appelle ça un exercice de renforcement du caractère. Considère ça comme un rite de passage moderne. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Comment ça ? On te laisse ici, a expliqué sa mère joyeusement, comme si elle annonçait le dessert. Pour une semaine, peut-être 2, selon le temps qu'il te faudra pour comprendre les choses. Ma femme a enfin levé les yeux. C'est juste un test. Ma famille pense que tu as eu la vie trop facile, que tu dois faire tes preuves. Ils veulent voir si tu peux affronter de vraies épreuves. La cruauté désinvolte de la situation m'a frappé comme un coup physique. Ils avaient planifié cette mise en scène élaborée pour m'abandonner au milieu de nulle part. Comme dans une émission de survie tordue. Tous ces chuchotements, les provisions supplémentaires qu'ils avaient emportées pour eux, les sourires forcés. Tout cela menait à ce moment. Vous plaisantez, ai-je dit ? Bien que leur visage montrait clairement que non. Son frère a sorti son téléphone et a commencé à filmer. On veut immortaliser ta réaction pour la postérité. Ne t'inquiète pas, il y a assez de nourriture dans la cabane pour environ 4 jours. Après ça, il faudra faire preuve de créativité. Il y a un ruisseau à environ 800 mètres au nord pour l'eau, a ajouté sa sœur. Comme si elle voulait aider, et on t'a laissé quelques outils de base au cas où tu voudrais essayer de chasser ou de pêcher. Ils s'attendaient honnêtement à ce que je les supplie. Je le voyais dans leurs yeux. L'anticipation de me voir craquer et les implorer de rester. Bref, ils voulaient que je prouve leur point, que j'étais faible, dépendant, incapable de relever de vrais défis. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la véranda et me suis assis sur les marches. C'est tout, a demandé son père. Visiblement déçu par mon absence de réaction dramatique, « Qu'est-ce que vous attendiez ?» ai-je répondu calmement. « Un peu de bagarre, peut-être de la colère », a dit son frère, toujours en train de filmer. « C'est censé être un grand moment pour toi. » J'ai regardé ma femme, qui évitait mon regard. « Depuis combien de temps planifiez-vous ça ?»« Environ 6 mois, » a-t-elle admis doucement. « Depuis que papa a dit que tu semblais trop à l'aise, trop habitué à ce qu'on te donne tout. 6 mois de mensonges. 6 mois à planifier mon humiliation comme si c'était des vacances en famille. Il m'avait souri à travers les dîners, fait la conversation lors des anniversaires, tout en concevant secrètement cette punition élaborée pour le crime d'exister dans la vie de leur fille. « Eh bien, ai-je dit en me levant et en époussetant mon jean. Je suppose que vous feriez mieux de partir avant la nuit. » La famille a échangé des regards confus. Ce n'était pas le scénario qu'ils avaient imaginé. « Tu ne vas pas essayer de nous arrêter ?» a demandé sa mère. « Pourquoi ferais-je ça ?» Ils sont montés dans leur voiture, s'attendant toujours à un effondrement de dernière minute. Une supplication désespérée pour le pardon ou le sauvetage. Son frère continuait de filmer, attendant le moment où je courais après leur voiture comme un chien abandonné. Je leur ai fait un signe d'adieu depuis la véranda alors que leurs feux arrière disparaissaient sur la route de terre, ne laissant que de la poussière et le silence. J'ai réalisé quelque chose qui aurait probablement dû me terrifier. Au lieu de la panique ou du désespoir, j'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux. Du soulagement. Le silence après le départ de leurs voitures était assourdissant. Pas le silence inconfortable des conversations gênantes, mais le calme profond d'être complètement seul pour la première fois depuis des années. Pas de bavardage en fond. Pas de bruit de télévision. Pas de bourdonnement constant des notifications. Juste moi et 16 hectares de nature sauvage. Je suis retourné dans la cabane et j'ai fait l'inventaire de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. 4 jours de nourriture. Avait-il dit, mais c'était en supposant que je mange comme d'habitude. Des conserves, du pain, des produits de base, un ouvre-boîte manuel, quelques ustensiles, des allumettes et une trousse de premier secours. Il m'avait même laissé un couteau de chasse
pensant probablement que je me couperais en essayant de tailler un bâton. La cabane elle-même était plus robuste que je ne l'avais cru. Une construction en bois massif, une cheminée en pierre qui fonctionnait réellement, et une pompe à eau manuelle dans la cuisine qui produisait de l'eau propre. L'endroit avait été construit par des gens qui comprenaient l'autosuffisance. À une époque où c'était une nécessité plutôt qu'un loisir à la mode sur YouTube, j'ai trouvé une pile de vieux journaux dans un placard, remplis de récits des visites familiales précédentes remontant à des décennies. La plupart étaient des comptes rendus ennuyeux de parties de pêche et de drames familiaux. Mais certains contenaient des informations utiles sur la région. Emplacement des plantes comestibles. Meilleurs spots de pêche. Notes sur les habitudes des animaux sauvages. Mon téléphone n'avait aucun signal. Ce que j'avais prévu, mais plus important encore. Il disposait d'une fonction GPS qui fonctionnait même sans service cellulaire. J'ai passé l'après-midi à cartographier la zone, marquant le ruisseau qu'ils avaient mentionné et explorant les chemins de terre qui menaient à la route principale. Ce soir-là, j'ai allumé un feu et préparé un repas simple, en m'asseyant sur la véranda pour regarder le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré grâce à une connexion Internet par satellite dont la cabane disposait apparemment. Un message de ma femme est apparu. « Comment vas-tu ? J'espère que tu n'es pas trop en colère. » J'ai fixé le message longtemps, le ton désinvolte. Comme si elle avait oublié de mentionner un changement de réservation pour le dîner plutôt que d'avoir orchestré mon abandon. J'ai répondu par un seul mot. Bien. 1 heure plus tard, un autre message. Papa veut savoir si tu as besoin de quelque chose. Il y a une ville à environ 24 km au sud si tu veux y marcher. 24 km ? Ils avaient suffisamment étudié la région pour savoir exactement à quelle distance je devrais marcher pour atteindre la civilisation. Ce n'était pas une blague spontanée. C'était une expérience psychologique calculée, conçue pour me briser systématiquement. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai décidé de trouver cette ville moi-même. Mais pas à pied comme un naufragé désespéré. J'ai passé 1 heure à examiner la propriété plus attentivement et j'ai découvert quelque chose que sa famille avait soit oublié, soit jamais su, caché derrière la cabane. Sous une bâche, se trouvait une vieille moto, probablement laissée par le grand-père des décennies plus tôt. Il m'a fallu presque toute la journée pour la remettre en marche. Le moteur était solide, mais le système de carburant avait besoin d'un nettoyage et la batterie était morte. Heureusement, j'avais passé assez de temps à travailler sur des moteurs dans ma jeunesse pour savoir ce que je faisais. En fin d'après-midi, j'avais un moyen de transport. La ville s'est révélée être une petite communauté montagnarde qui existait principalement pour servir les chasseurs, les pêcheurs et les rares touristes. Une rue principale avec un magasin général, un diner, un petit motel et une station-service. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres en quelques heures. Je suis entré dans le diner et j'ai commandé un café. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et aux yeux curieux, m'a tout de suite identifié comme un étranger. « Vous séjournez à la vieille cabane ?» a-t-elle demandé. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de visiteurs à cette période de l'année. La plupart attendent la saison de chasse. J'ai expliqué ma situation. En omettant soigneusement les détails les plus humiliants, je restais à la cabane pour quelques semaines. J'avais besoin de provisions. Je me demandais s'il y avait des opportunités de travail dans la région. Ses yeux se sont illuminés. « C'est drôle que vous demandiez. On vient de perdre notre cuisinier du matin la semaine dernière. Le patron cherche désespérément quelqu'un pour assurer les services du petit déjeuner. » Moins d'1 heure plus tard, je discutais avec le propriétaire du diner, un homme bourru qui se souciait plus de savoir si je pouvais gérer un grill que de connaître mon histoire. Il m'a proposé des services du matin dès le lendemain, payés en liquide. Repas inclus. Ce soir-là, je suis retourné à la cabane en moto avec des provisions fraîches et un emploi en poche. Mon téléphone affichait 17 messages manqués de ma femme et de sa famille. Je les ai parcourus sans en ouvrir aucun, observant la progression des messages. Passant de simples vérifications à une inquiétude croissante. Le dernier message de son père disait « Ça a assez duré. Rappelle-nous. » J'ai supprimé tous les messages et éteint le téléphone. Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler au diner. Le service de début de journée signifiait être là à 5 heures, mais aussi être libre à midi avec le reste de la journée pour moi. Le travail était simple. Bacon, crêpes, remplissage de café. Les habitués étaient principalement des travailleurs locaux, assez amicaux, une fois qu'ils ont compris que je n'étais pas un touriste citadin jouant à la vie campagnarde. Au 3e jour, j'avais établi une routine. Travailler le matin, explorer la région l'après-midi. Des soirées tranquilles au coin du feu, à lire ces vieux journaux. La simplicité était addictive. Pas de politique de bureau, pas de dynamique sociale complexe, pas de jeux familiaux élaborés pour prouver des points sur le caractère,
Ma femme a appelé 4 fois ce jour-là. J'ai finalement répondu au 4e appel. Dieu merci, a-t-elle dit. On était mort d'inquiétude. Pourquoi tu ne répondais pas? J'étais occupé. Occupé. Tu es censé être coincé au milieu de nulle part, sans rien à faire. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Une longue pause. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça importe? Bien sûr que ça importe. Tout cet exercice était censé t'apprendre quelque chose sur l'autonomie et la persévérance. Si tu te contentes de rester assis à t'apitoyer sur ton sort, tu passes à côté de l'essentiel. L'arrogance désinvolte dans sa voix était stupéfiante. Même maintenant, elle essayait de présenter mon abandon comme une opportunité d'apprentissage dont je devrais être reconnaissant. J'apprends beaucoup. Ai-je dit? Bien. Alors, quand veux-tu qu'on vienne te chercher? Papa pense qu'une semaine suffit pour faire passer le message. Pas moi. Comment ça? Pas toi. Je veux dire que je reste ici un moment, peut-être pour toujours. L'explosion de protestation qui a suivi était prévisible. J'étais dramatique. Je passais à côté du but. Je prenais ça trop au sérieux. Mais sous les protestations, j'entendais autre chose, de la panique. Ce n'était pas ainsi que leur petite expérience psychologique était censée se terminer. J'ai raccroché et éteint le téléphone à nouveau, cette nuit-là, assis près du feu avec un livre et un verre de whisky acheté en ville. J'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'inquiéter. Je ne comptais plus les jours avant de pouvoir rentrer chez moi. Je comptais les jours depuis que je me sentais aussi paisible. À la fin de ma première semaine ordinaire, j'étais devenu une sorte de curiosité locale. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Et tout le monde savait pour le gars de la ville qui avait été abandonné à la vieille cabane et avait décidé de rester. Ce qui les surprenait, c'était à quel point je m'adaptais bien. Le propriétaire du diner m'a proposé des services supplémentaires pour couvrir le déjeuner. Un entrepreneur local a mentionné qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour un projet de rénovation de cabane le week-end. Le propriétaire du magasin général m'a demandé si j'étais intéressé par la gestion de leur inventaire du soir une fois par semaine. Soudain, j'avais plus d'opportunités de travail qu'à la maison. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps, mais quand je le vérifiais, les messages étaient passés de l'inquiétude à la frustration, puis à la colère ouverte. Son frère m'avait laissé un message vocal me traitant d'enfant. Sa mère m'avait envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon. Son père en était aux menaces de venir lui-même me ramener à la réalité. Mais c'étaient les messages de ma femme qui révélaient à quel point ils avaient mal compris la situation. « Je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être », disait un texto, mais prouver ton point en boudant ne va rien arranger. On pourra en parler comme des adultes quand tu rentreras. Boudant, c'est ce qu'elle pensait que je faisais. J'ai fini par la rappeler après 10 jours. « Où étais-tu » a-t-elle exigé immédiatement. « Tu as une idée de l'inquiétude qu'on a eue ?»« J'ai travaillé. »« Travaillé. De quoi tu parles ?» J'ai trouvé un boulot dans un diner local et je fais aussi des travaux de construction le week-end. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. « Tu as trouvé un boulot ?» a-t-elle répété lentement. « Tu es censé apprendre une leçon sur les difficultés, pas commencer une nouvelle carrière. Peut-être que j'ai appris une leçon différente de celle que vous aviez prévue. C'est ridicule. On dirait un gamin qui a fugué de chez lui. Emballe tes affaires et rentre. On pourra en discuter correctement quand tu penseras clairement. Je pense clairement. Probablement plus clairement que depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé par la fenêtre de la cabane les montagnes au loin, dorées par le soleil couchant. Ça veut dire que j'aime ça ici. Le travail est honnête. Les gens sont directs. Et personne ne joue à des jeux psychologiques pour s'amuser. On ne jouait pas à des jeux, on essayait de t'aider à grandir en tant que personne. En m'abandonnant dans la nature pour plaisanter, ce n'était pas une plaisanterie. C'était une expérience d'apprentissage. Et visiblement, ça a marché. Puisque tu montres plus d'indépendance que tu n'en as jamais montré à la maison. La logique tordue était fascinante. Même mon succès était reformulé comme une preuve que leur cruauté était justifiée. Tu as raison. Ai-je dit, je montre plus d'indépendance. À commencer par l'indépendance de choisir si je veux encore faire partie de cette famille. Tu ne penses pas ce que tu dis. Vraiment. J'ai raccroché et éteint le téléphone à nouveau. Ce week-end-là, j'ai aidé l'entrepreneur à rénover une cabane de vacances à environ 8 km de mon emplacement actuel. Le travail était physique et exigeant, mais satisfaisant d'une manière que mon ancien emploi n'avait jamais été. À la fin de chaque journée, on pouvait voir exactement ce qu'on avait accompli. Pas de métriques abstraites, pas de manœuvres politiques, juste des murs plus droits et des toits qui ne fuyaient pas. L'entrepreneur, un homme buriné d'une 60aine d'années, travaillait à mes côtés sans beaucoup parler. Le dimanche après-midi, alors que nous terminions le projet, il a enfin pris la parole. « Tu te débrouilles bien ?» a-t-il dit. « Tu as déjà pensé à apprendre le métier correctement. Je pourrais être intéressé. Il y a de l'argent à se faire ici.
Les riches citadins continuent d'acheter des propriétés en montagne. Et la plupart ont besoin de gros travaux. J'ai plus de projets que je ne peux en gérer. Il m'a proposé de m'apprendre les compétences nécessaires en échange de main-d'œuvre sur les chantiers actuels. D'ici 6 mois, estimait-il, je pourrais travailler de manière indépendante. Le salaire serait meilleur que ce que je gagnais dans mon ancien emploi de bureau. Et le coût de la vie ici était une fraction de ce que je dépensais en ville. Cette nuit-là, j'ai appelé ma femme une dernière fois. Enfin, a-t-elle répondu. Je commençais à penser que tu avais complètement perdu la tête. Je voulais te dire que je ne rentrerai pas. Arrête d'être dramatique. Bien sûr que tu vas rentrer. Je suis sérieux. J'ai trouvé du travail ici. J'apprends de nouvelles compétences. Et je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Tu es parti depuis 2 semaines. Ce n'est pas assez pour prendre des décisions qui changent une vie. Votre famille a pris une décision qui a changé ma vie quand ils sont partis et m'ont laissé ici. Je ne fais que suivre la conclusion logique. La conclusion logique était censée être que tu réalises à quel point tu avais une belle vie à la maison et que tu nous apprécies davantage. Au lieu de ça, j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être meilleure sans des gens qui pensent que m'abandonner est une forme acceptable de divertissement. Savoir est monté savoir est monté presque jusqu'au cri. Nous sommes ta famille, tu ne peux pas jeter des années de mariage à cause d'une erreur. Une erreur. Vous avez passé 6 mois à planifier ça. Vous m'avez menti pendant 6 mois. Vous m'avez convaincu de vous faire confiance. Puis vous m'avez abandonné dans la nature pour vous amuser. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma de comportement. On essayait de t'aider. En m'humiliant, en me traitant comme un rat de laboratoire dans une expérience psychologique tordue, en enregistrant ma réaction pour votre amusement, tu exagères complètement. Vraiment. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous planifiez cette petite aventure, est-ce que l'un de vous a pensé que je pourrais ne pas trouver ça drôle ? Est-ce que quelqu'un a suggéré que peut-être abandonner votre gendre au milieu de nulle part pourrait être cruel plutôt qu'utile ? Un autre long silence. On pensait que tu serais reconnaissant. Éventuellement, a-t-elle dit doucement, reconnaissant d'être abandonné, d'être forcé à découvrir ma propre force. J'ai découvert ma force. D'accord. Et j'ai découvert que j'étais assez fort pour m'éloigner des gens qui pensent que la cruauté est la même chose que l'amour. J'ai raccroché pour la dernière fois 3 jours plus tard. Un camion s'est garé dans l'allée de la cabane. Par la fenêtre, j'ai vu son père et son frère descendre, l'air sombre et déterminé. Ils étaient venus récupérer leurs membres de famille égarés et rétablir l'ordre naturel des choses. Je suis sorti sur la véranda pour les accueillir et j'ai immédiatement remarqué leur surprise. En 3 semaines, j'avais perdu du poids, gagné en définition musculaire grâce au travail physique, et acquis ce que les locaux appelaient un bronzage de montagne. J'avais l'air plus sain et plus confiant que je ne l'avais été depuis des années. « Tu as changé », a dit son père, ne sachant visiblement pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. La vie saine fait ça. Son frère s'est avancé de manière agressive. Assez de jeu. Il est temps de rentrer et d'affronter la réalité. J'ai croisé les bras et n'ai pas bougé de la véranda. C'est la réalité. C'est vous qui vivez dans un fantasme où abandonner les gens est une tradition familiale acceptable. On est venu ici pour te ramener, a dit son père, d'une manière ou d'une autre. Et comment comptez-vous faire ça ? Ils ont échangé des regards, réalisant qu'ils n'avaient pas réfléchi à cela. Qu'allait-il faire ? Me kidnapper. Me traîner en hurlant jusqu'à leur voiture comme un adolescent rebelle. Tu ne peux pas rester ici pour toujours, a dit son frère. Mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi pas ? J'ai du travail, j'ai un logement, j'ai une communauté qui me traite avec respect. Qu'est-ce qui me manque de ma vie d'avant ? Exactement. Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Son père et son frère sont restés dans mon allée pendant 20 minutes, essayant différentes approches pour me convaincre de partir. D'abord la culpabilité à propos des obligations familiales, puis des préoccupations pratiques concernant mon travail et mon appartement en ville. Enfin, des menaces à peine voilées sur ce qui arriverait si je ne revenais pas à la raison. J'ai écouté patiemment depuis la véranda, les bras croisés, les laissant épuiser leurs arguments. Quand ils ont fini, je leur ai proposé du café. Le geste semblait les déconcerter plus qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. « On n'est pas là pour le café », a dit son père. « On est là pour te ramener à la maison. Et moi, je suis ici par choix. » Ai-je répondu. C'est intéressant comme ça fonctionne. Ils sont partis 20 minutes plus tard, frustrés et les mains vides. J'ai regardé leur camion disparaître sur la route de terre, sachant que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'acceptent pas la défaite gracieusement. J'avais raison. La semaine suivante, ma femme a appelé à plusieurs reprises, passant par toutes les techniques de manipulation émotionnelle possibles, larmes, colère, marchandage, menaces.
Elle s'était apparemment convaincue que j'avais une sorte de crise mentale et que j'en sortirais tôt ou tard. La percée est venue quand elle a mentionné la thérapie. J'ai parlé à quelqu'un de cette situation. A-t-elle dit lors d'un appel? Un professionnel spécialisé dans les traumatismes relationnels. Elle pense que tu pourrais vivre une forme de syndrome de Stockholm. Mais à l'envers, tu t'identifies à ton isolement au lieu de reconnaître qu'on essaye de t'aider. Tu es en thérapie parce que j'ai trouvé un boulot et que je suis heureux. Tu es en thérapie parce que tu as abandonné ta famille à cause d'une blague inoffensive. J'ai abandonné ma famille. C'est intéressant. Vu que c'est vous qui êtes littéralement parti en me laissant ici, c'était temporaire. Ce que tu fais est permanent. Tu ne vois pas la différence? Je vois parfaitement la différence. Vous m'avez abandonné, pensant que j'allais échouer et revenir en rampant. Je n'ai pas échoué. Alors maintenant, vous essayez de présenter mon succès comme une maladie mentale. La conversation s'est terminée avec elle, promettant d'être plus agressive sur les options d'intervention. J'ai pris ça comme une menace et j'ai décidé qu'il était temps de rendre ma position plus officielle. Le lendemain matin, j'ai conduit la moto jusqu'au tribunal du comté dans une ville plus grande, à environ 1 heure de route. J'ai déposé des documents pour établir ma résidence, m'inscrire sur les listes électorales et ouvrir un compte bancaire local. S'il voulait escalader la situation, je serais prêt. J'ai également visité un cabinet d'avocats et eu une consultation sur mes droits légaux. L'avocate, une femme perspicace d'une 40aine d'années spécialisée dans le droit de la famille, a écouté mon histoire avec un étonnement croissant. Laissez-moi bien comprendre. A-t-elle dit, la famille de votre femme vous a attiré dans un endroit isolé sous de faux prétextes, puis vous a abandonné là-bas pour plaisanter. Et maintenant, il menace d'une intervention forcée parce que vous avez choisi de rester. C'est exact. Et vous avez des preuves de cela? Enregistrement. Messages. Témoin. Je lui ai montré la vidéo que son frère avait prise de ma réaction initiale, qu'il avait postée sur les réseaux sociaux, pensant que c'était hilarant. J'avais aussi des captures d'écran de tous les textos et messages vocaux qu'ils avaient envoyés. C'est réellement actionnable. A-t-elle dit? Ce qu'ils ont fait pourrait constituer une séquestration illégale, un abandon et potentiellement une conspiration criminelle selon la manière dont vous voulez poursuivre. Je n'étais pas intéressé par des poursuites pénales, mais je voulais une protection légale contre toute tentative d'intervention forcée. Elle a rédigé une lettre de mise en demeure et m'a aidé à établir une documentation prouvant que j'étais sain d'esprit et agissais volontairement. 2 semaines plus tard, ma femme et toute sa famille se sont présentés à la cabane sans prévenir. Cette fois, ils avaient amené des renforts, une assistante sociale qu'ils avaient réussi à convaincre de faire une vérification de bien-être, et ce qui semblait être un conseiller privé. Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'ils descendaient de 3 véhicules différents. Planifiant visiblement une sorte d'intervention coordonnée, l'assistante sociale semblait mal à l'aise. Comme quelqu'un qui avait été mal informé sur la nature de cette visite, je suis sorti pour les accueillir, portant les documents légaux que mon avocate avait préparés. Quelle délégation, ai-je dit calmement. L'assistante sociale s'est avancée. « Monsieur, je suis ici car il y a des inquiétudes concernant votre bien-être et votre état mental. Votre famille pense que vous pourriez être en crise. Est-ce que j'ai l'air d'être en crise ?» Elle m'a étudié attentivement. J'étais propre, en bonne santé, visiblement bien nourri et parfaitement cohérent. La cabane derrière moi était nette et bien entretenue. La moto dans l'allée était propre et fonctionnelle. Rien dans la scène ne suggérait de détresse ou d'incapacité. « Vous avez l'air d'aller bien ?» a-t-elle admis. « Mais votre famille est très préoccupée par les circonstances. Permettez-moi de faire gagner du temps à tout le monde. » ai-je dit en lui tendant les documents légaux. « Je suis ici volontairement. Je suis employé, je suis mentalement compétent. Et j'ai une représentation légale. Ce n'est pas une vérification de bien-être. C'est du harcèlement. » Ma femme s'est avancée agressivement. « Tu ne peux pas te cacher derrière des avocats pour toujours. Il s'agit de notre mariage. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as conspiré avec ta famille pour m'abandonner dans la nature. Tout ce qui a suivi n'est que formalité. » Sa mère a commencé à pleurer. Pile au bon moment. On voulait juste t'aider à devenir plus indépendant. Mission accomplie, ai-je dit sèchement. Je suis tellement indépendant que je n'ai plus besoin d'aucun de vous. Le conseiller qu'ils avaient amené a pris la parole pour la première fois. Parfois, les gens prennent des décisions hâtives quand ils sont blessés. Avez-vous considéré que cela pourrait être une réaction excessive à ce qui était, en somme, un malentendu? Un malentendu. Permettez-moi de vous poser une question. Docteur, si quelqu'un vous convainquait de partir en voyage familial, puis s'en allait en vous laissant abandonner à 480 km de chez vous pour plaisanter, appelleriez-vous cela un malentendu? Eh bien, présenté comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont planifié pendant 6 mois, m'ont menti à plusieurs reprises, puis ont enregistré ma réaction pour leur amusement.
Le seul malentendu ici est leur supposition que je serais assez désespéré pour leur pardonner. Son frère, qui était resté inhabituellement silencieux, a fini par exploser. C'est insensé, tu jettes toute ta vie parce que tu ne peux pas supporter une blague. Je ne jette pas ma vie, je l'améliore. Le boulot que j'ai ici paie mieux que mon ancien travail. Le coût de la vie est plus bas. Les gens sont honnêtes. Et personne ne considère la torture psychologique comme un lien familial. Tu es ridicule. Vraiment. Laissez-moi vous dire ce qui est ridicule. Faire 6 heures de route pour harceler quelqu'un qui va manifestement bien. Amener une assistante sociale pour enquêter sur un homme qui est employé, en bonne santé et vit de manière indépendante. Refuser d'accepter que votre petite blague a spectaculairement échoué. L'assistante sociale était déjà en train de retourner à sa voiture. Je suis satisfaite que ce monsieur agisse volontairement et ne soit pas en danger immédiat. Ce n'est pas une affaire pour les services sociaux. Le conseiller l'a suivi, visiblement mal à l'aise d'être utilisé comme un accessoire dans ce drame familial. Cela me laissait face à ma femme et sa famille. « Seul, ça s'arrête maintenant », a dit son père, la voix basse et menaçante. « Tu as fait valoir ton point. Il est temps de rentrer. » « Ou quoi ? Ou on te rendra les choses très difficiles. » J'ai souri. « Vous avez déjà essayé ça ? Comment ça a marché ? » Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai vu quelque chose dans leurs yeux qui n'était ni de la colère ni de la frustration. C'était la prise de conscience qu'ils n'avaient aucun pouvoir ici. Ils avaient joué leur plus grosse carte en m'abandonnant, s'attendant à ce que cela me brise. Au lieu de cela, cela m'avait libéré. Et maintenant, ils se tenaient dans mon allée, sur ma propriété, me suppliant de retourner à une vie que j'avais découvert ne plus vouloir. Les rôles s'étaient complètement inversés. Ma femme a craqué la première. « Tu veux savoir la vérité ?» a-t-elle crié, sa retenue enfin brisée. « On a fait ça parce que tu étais ennuyeux. Tu ne prenais jamais de risques. Tu ne te défendais jamais. Tu n'avais jamais de cran. On pensait que si on te poussait assez fort, tu finirais par montrer du courage. La famille s'est tue, ce n'était pas dans leur scénario. Et voilà. Ai-je dit doucement ? La vraie raison ? Pas un renforcement du caractère ou une aide à ma croissance. Vous aviez honte de moi. » Son père a essayé de sauver la situation. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Non, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Et vous savez quoi ? Elle avait raison. J'étais ennuyeux. J'étais passif. Je laissais les gens me marcher dessus parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bons maris. Je suis descendu de la véranda et me suis approché d'eux. Mais voici ce que vous n'aviez pas prévu. En m'abandonnant ici, vous n'avez pas seulement testé mes compétences de survie. Vous m'avez montré exactement ce que vous pensiez de moi. Et plus important encore, vous m'avez montré ce que ça fait de ne plus se soucier de ce que vous pensez. On essayait de t'aider, a protesté sa mère, en m'humiliant, en me traitant comme une expérience scientifique ratée, en enregistrant mon effondrement pour votre divertissement. Tu ne t'es pas effondré, a dit son frère sur un ton accusateur, comme si c'était de la triche. Exactement, je ne me suis pas effondré. J'ai construit, et ça vous terrifie parce que ça veut dire que votre petit jeu psychologique a complètement raté. J'ai fait un geste vers la cabane, la moto, la propriété bien entretenue. Vous vous attendiez à me trouver brisé, désespéré, reconnaissant d'être sauvé. Au lieu de cela, vous m'avez trouvé prospère, travaillant, heureux, indépendant d'une manière que je n'avais jamais été quand j'essayais de vous plaire à tous. Ce n'est pas une vraie indépendance. A argumenté son père, c'est juste fuir les responsabilités. Quelle responsabilité ? Ma responsabilité de tolérer qu'on me traite comme une ordure. Ma responsabilité de faire semblant que votre cruauté était de la gentillesse. Ma responsabilité d'être reconnaissant d'avoir été abandonné. Ma femme a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices qu'elle s'est bien mis qu'elle avait utilisées au téléphone. C'étaient les larmes de quelqu'un qui réalisait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait pas récupérer. « Je t'aime », a-t-elle dit désespérément. On peut surmonter ça. Les gens font des erreurs. Certaines erreurs peuvent être surmontées. D'autres révèlent qui sont vraiment les gens. Celle-ci est de la seconde catégorie. Alors c'est tout ? Des années de mariage jetées à cause d'une mauvaise décision. Pas une mauvaise décision. 6 mois de planification. Une tromperie délibérée. Une humiliation coordonnée. Et même maintenant, vous ne vous excusez pas pour ce que vous avez fait. Vous êtes en colère parce que ça n'a pas marché. Son frère s'est avancé agressivement. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant ? Je pense que je suis meilleur sans vous. C'est différent. Espèce d'arrogant. Attention. Ai-je dit ? Ma voix prenant un ton d'avertissement. Vous êtes sur ma propriété maintenant. Et contrairement à l'ancien moi, le nouveau moi ne tolère pas le manque de respect. Il a reculé. Probablement la première chose intelligente qu'il ait faite depuis des semaines. Vous voulez savoir ce que j'ai appris ici ? Ai-je continué ? J'ai appris que les gens vous traiteront exactement aussi mal que vous les laissez faire. Pendant des années,
Je vous ai tous laissé me traiter comme votre divertissement, votre projet, votre animal de compagnie. Je pensais que c'était une dynamique familiale normale. J'ai regardé directement ma femme. Puis vous m'avez laissé ici. Et j'ai découvert ce que le respect signifiait. Un vrai respect de la part de gens qui l'ont gagné plutôt que de l'exiger. Je ne retourne pas à être la blague de votre famille. On n'a jamais pensé à toi comme une blague, a dit sa mère faiblement. Vous m'avez littéralement abandonné pour une blague. Vous l'avez enregistré. Vous l'avez planifié pendant des mois. Si ce n'est pas traiter quelqu'un comme une blague, qu'est-ce que c'est? Le silence s'est étiré jusqu'à ce que son père joue sa dernière carte. Tu le regretteras, a-t-il dit. Quand la nouveauté s'estompera et que tu réaliseras ce que tu as abandonné, tu reviendras en rampant. Et nous ne serons peut-être pas intéressés à te reprendre. J'ai souri. Vous avez probablement raison sur une chose. Dans quelques années, je repenserai probablement à ce moment, mais je ne penserai pas à ce que j'ai abandonné. Je penserai à ce dont je me suis échappé. Ils sont remontés dans leur véhicule sans un mot de plus. En partant, j'ai remarqué ma femme regarder par la lunette arrière, s'attendant probablement à ce que je cours après eux ou au moins que j'ai l'air partagé. Au lieu de cela, je suis retourné dans la cabane et j'ai commencé à préparer le dîner. J'avais un service Toto-dîner le lendemain et un projet de construction à terminer le week-end. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais un avenir qui m'appartenait entièrement. 6 mois plus tard, j'ai acheté la cabane. La famille qui en était propriétaire essayait de la vendre depuis des années. Mais l'emplacement isolé rebutait la plupart des acheteurs. Pour moi, l'isolement était l'argument de vente. J'ai utilisé l'argent de la vente de ma vieille maison et de ma voiture pour l'acheter comptant. Pas d'hypothèque, pas de dette, pas de lien avec ma vie précédente. Mon entreprise de construction prospérait. Le bouche à oreille s'était répandu dans les communautés montagnardes à propos du gars de la ville qui savait vraiment ce qu'il faisait et ne surfacturait pas. J'avais des contrats réservés pour 3 mois. Principalement des citadins riches qui avaient acheté des retraites en montagne et découvert qu'elles nécessitaient de gros travaux. L'ironie ne m'échappait pas. Je gagnais plus d'argent en aidant d'autres personnes à s'échapper dans les montagnes que je n'en avais jamais gagné dans mon travail de bureau. Mon téléphone sonnait rarement désormais. J'avais changé de numéro et donné le nouveau uniquement à mes clients et amis locaux. De temps en temps, je recevais un courriel de mon ancienne vie, mais il se faisait rare. Même ma femme semblait être passée à autre chose, bien que j'ai entendu par des connaissances communes qu'elle racontait que j'avais eu une dépression nerveuse. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. C'était plus facile que d'expliquer que leur abandon avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le propriétaire du dîner a pris sa retraite et m'a proposé de vendre l'entreprise. J'y ai sérieusement réfléchi avant de décider que je préférais la flexibilité du travail de construction. Mais j'ai acheté le bâtiment et l'ai rénové en atelier pour mes outils et équipements. À l'anniversaire de mon abandon, j'ai organisé une fête. Pas une célébration amère de divorce ou de revanche, mais une véritable célébration de l'indépendance. Toute la ville est venue, apportant de la nourriture, des histoires et une amitié sincère. Ces gens m'avaient accepté sans condition, sans test, sans expérience psychologique élaborée. Pendant la fête, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison là-haut, j'espère que tu es heureux. C'était elle, espérant probablement un signe que ma vie d'avant ou mes choix me manquaient. J'ai regardé autour de moi à la fête, les gens qui valorisaient l'honnêteté plutôt que la manipulation, le travail plutôt que l'image, la substance plutôt que le drame, à une vie que j'avais construite de toutes pièces en utilisant des compétences que je ne savais même pas posséder. J'ai répondu « Je le suis ». Puis j'ai supprimé le numéro et éteint le téléphone. La fête a duré jusqu'à minuit, remplie de rires, d'histoires et du genre de connexion humaine authentique que j'avais oublié être possible. Quand tout le monde est enfin parti, je me suis assis sur ma véranda, regardant les étoiles qu'on ne pourrait jamais voir en ville. Leurs blagues étaient conçues pour me briser, pour prouver que j'étais faible et dépendant. Au lieu de cela, elles avaient révélé une force que je ne savais pas posséder. Ils avaient essayé de m'humilier pour me rendre reconnaissant. Mais ils m'avaient accidentellement libéré d'une vie qui m'étouffait lentement. Le meilleur n'était pas le succès, l'indépendance ou même la paix. Le meilleur était de savoir que je ne permettrais plus jamais à quelqu'un de me traiter comme leur divertissement. J'avais appris la différence entre les gens qui vous aiment et ceux qui aiment vous contrôler. À 480 km de l'endroit où ils m'avaient abandonné, j'avais trouvé quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu que je découvre. Je m'étais trouvé, et contrairement à leur dynamique familiale tordue, cette version de moi n'allait nulle part. La blague avait été sur eux tout ce temps. Ils avaient jeté quelqu'un qui se souciait vraiment de leur opinion. Quelqu'un qui avait essayé pendant des années de gagner leur respect. En retour, ils avaient créé quelqu'un qui n'avait plus besoin de leur approbation. J'étais devenu exactement ce qu'ils prétendaient me vouloir.
indépendants, volontaires et indestructibles. La seule différence était que maintenant, j'étais toutes ces choses sans eux. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que vous apprécierez certainement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!